Chers étudiants, bonjour. Je viens avec cette capsule vous expliquer le chapitre 2 relatif à la stratégie de différenciation produit qui s'inscrit dans le cadre du programme module de stratégie industrielle. Alors, il me paraît intéressant de passer par une petite définition avant d'entamer les origines et les modèles de la différenciation, ensuite les formes et les modalités de différenciation, l'impact de la stratégie de différenciation sur la dynamique concurrentielle et enfin les limites de la stratégie de différenciation. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'on entend par la différenciation ou par la stratégie de différenciation? La stratégie de différenciation pour une entreprise consiste à offrir un produit distinct ou une offre distincte par rapport à ses concurrents. Tout simplement, l'entreprise cherche à se différencier par rapport à ses concurrents, donc afin de vendre plus et afin d'accaparer plus de parts de marché. Cette distinction peut reposer essentiellement sur les caractéristiques, sur la qualité du produit, sur le prix de vente ou être le résultat de l'impact d'une campagne publicitaire tout simplement sur les préférences de consommateurs. On parle dans le premier cas de la différenciation objective, lorsque la différenciation porte sur le fond, et on parle de différenciation subjective lorsque la différenciation est de forme ou bien une différenciation illusoire. La conduite d'une stratégie de différenciation permet à l'entreprise d'accaparer plus de parts de marché, de capter plus de clientèle et pourquoi pas disposer à long terme d'un pouvoir de monopole. Alors, les modèles qui ont évoqué, qui sont à l'origine de la différenciation, on peut parler du modèle de Hotelin, le premier modèle qui date de 1929, appelé aussi le modèle de concurrence spatiale. Alors, ce modèle, c'est le premier modèle qui a rompu avec l'hypothèse néoclassique de l'homogénéité produit et il est explicatif, à mon sens, des stratégies de localisation et délocalisation des grands groupes industriels. Alors, quel est la fondée de ce modèle? Tout simplement, il suppose que deux vendeurs localisés dans la même rue, ce qu'on appelle la rue principale d'une ville, d'une ou de longueur donnée. Alors, sur cette rue, ce modèle suppose qu'ils sont uniformément répartis leurs clients potentiels, c'est-à-dire les clients désireux de consommer un même produit que chacun achète de s'enguérir du premier ou bien du second vendeur. Le coût pour le consommateur, il est égal au prix produit, c'est-à-dire le prix de vente du produit qu'il a choisi, augmenté du coût de transport. Le coût de transport supposé selon ce modèle, fonction linéaire de la distance parcourue. Alors, le choix du consommateur dépend non seulement du prix de produit, mais également des deux localisations. Je donne un exemple très simple. Vous imaginez une entreprise basée sur Inspire et une autre sur Hay Mohammadi. Alors, deux consommateurs, par exemple, le consommateur à proximité de l'Inspire, il va choisir, par exemple, d'acheter de l'entreprise localisée sur l'endroit Inspire. Alors, dans ce cas-là, il ne va acheter qu'au prix de vente parce que le coût de transport il est égal à zéro. Alors, supposons que ce même consommateur, il va préférer acheter d'une entreprise basée à Hay Mohammadi. Alors, il est supposé parcourir le chemin de Ainsba vers Hay Mohammadi. Et dans ce cas-là, le prix sera le prix produit augmenté ou majoré du coût de transport. Alors, ce modèle, bien évidemment, il est explicatif des stratégies des entreprises ou des stratégies de localisation et délocalisation des entreprises qui choisissent à être à proximité de leurs consommateurs. Deuxième modèle, c'est le modèle de Chamberlain, donc un modèle introduit dès 1933. Dans ce modèle, la notion de différenciation est comprise dans le cadre d'un processus concurrentiel. Et l'analyse de Chamberlain est à l'origine du développement des modèles de différenciation dites sans adresse. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que l'entreprise ou les entreprises euh, offrent des produits sans qu'ils soient adressés à une personne ou un segment donné.
Et les comportements de différents consommateurs peuvent être assimilés, dans le cas de ce modèle, à un individu unique. Le consommateur représentatif, dont les préférences portent directement sur un ensemble de biens prédéterminés, d'innombrables, et non sur les caractéristiques. Et ce modèle se trouve à l'origine des entreprises qui optent pour la stratégie de standardisation, c'est-à-dire offrir un monoproduit ou bien le même produit destiné à monsieur tout le monde. Je voulais dire par monsieur tout le monde, le consommateur représentatif. Pourquoi? Parce que ce consommateur est supposé représenter les autres. Donc, ces entreprises ne se cassent pas la tête avec des segments différents, avec différents clients, dans le sens de proposer différentes variantes afin de satisfaire les différents goûts, mais tout simplement de se contenter d'un produit, d'un monoproduit, de la stratégie monoproduit ou d'une stratégie de standardisation afin de bénéficier, certes, des économies d'échelle, parfois des économies d'envergure ou peut-être en fait d'autres avantages offerts dans le cadre de la production de la masse. Alors, troisième modèle, c'est le modèle de Lancaster. Ce modèle, il vient pour rompre avec l'approche précédente pour développer ce qu'on appelle le modèle ou plutôt l'offre avec adresse. Alors, il repose sur une distinction des goûts du consommateur dans un espace continu de Ils sont définis par leur adresse dans cet espace correspondant à la localisation de son produit idéal. Et ce modèle-là, donc il est à la base des stratégies de diversification qui offrent en fonction de la demande. Dans le cas de stratégies multigamme, il offre différents produits, différentes variantes dans le cadre de la profondeur d'une gamme produit ou dans la largeur de la gamme afin de satisfaire des demandes différentes. Alors, quelles sont maintenant les formes de différenciation? Généralement, on distingue entre deux grandes catégories de différenciation. On parle de différenciation verticale ou encore la différenciation objective ou de fond qui confère au produit une réelle différence en termes de ses composantes. Et la différenciation verticale ou bien objective ou encore de fond est expliquée comme étant donné des qualités différentes et le consommateur s'accorde sur le classement des biens en termes de qualité. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, les entreprises, lorsqu'elles offrent différents choix, un choix de première classe, deuxième classe, troisième classe. Alors, ces différents choix, ce sont bien évidemment différenciés selon la qualité. Bien évidemment, il y a la variable prix qui va suivre la qualité de telle manière à ce que la première classe sera donc vendue à un prix différent de la deuxième et de la troisième classe. Alors, on parle du deuxième bloc qui est la différenciation horizontale. La différenciation horizontale, c'est également donc qui est expliqué comme une variété différente pour satisfaire des goûts différents. La différenciation horizontale, ou bien aussi on l'appelle la différenciation subjective ou encore illusoire. Pourquoi illusoire? Parce que il est expliqué par la stratégie adoptée par l'entreprise elle-même, qui ne fait que modifier par le biais parfois de la communication, de la publicité, la façon et la perception du consommateur vis-à-vis du bien ou du produit en question. Alors maintenant, quelle est la relation de la différenciation avec la dynamique ou comment la différenciation s'inscrit dans le cadre de la dynamique concurrentielle? Avant cela, nous allons distinguer trois moments. Le moment de l'entrée de l'entreprise, le moment du choix des modalités des formes de différenciation et le moment où la concurrence de prix, donc, il est véritable. Alors, les firmes, bien évidemment, dont l'offre est la mieux adaptée à la demande du consommateur connaissent une croissance plus rapide que celles qui sont moins réactives ou des entreprises qui sont moins réactives. Je vais prendre l'exemple de la stratégie de différenciation par le fond ou la stratégie de différenciation verticale.
Et je rappelle que la stratégie de différenciation verticale repose essentiellement sur des éléments de fond. C'est la vraie différenciation. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous vous trouvez avec deux produits différents de qualité, dont l'un est d'une qualité supérieure par rapport à l'autre. Alors, on est dans le cadre de la différenciation verticale ou bien la différenciation de fond. Très bien. Alors, supposez maintenant sur un marché donné, hein, un marché par exemple monopolistique, il y a une seule entreprise sur ce marché-là, une nouvelle entreprise ou une entreprise entrante cherche à s'installer sur ce marché-là. Alors, quelle est l'offre, quelle est la variante qu'il va choisir? La bonne ou la meilleure qualité? Est-ce qu'il va accéder, est-ce qu'il va entrer avec une qualité supérieure ou bien avec le même niveau de qualité? Alors, supposons que la qualité ou le niveau de qualité est supérieur par rapport à l'entreprise déjà installée. Ce qui va se passer, c'est que donc cette entreprise a lui choisi une différenciation objective ou encore différenciation verticale. Ce qui va se passer, c'est que donc, pratiquement, les consommateurs, dès qu'ils sachent qu'il y a une offre ou un produit d'une qualité supérieure, supposons que le même vendu au même prix, donc ils vont choisir la bonne ou la meilleure qualité. Ce qui va se produire, c'est que l'entreprise installée de sa part, elle doit réagir. S'il ne réagit pas, ne réagit pas, donc ce qui va se passer, c'est que il sera, donc pratiquement les clients vont choisir euh, je voulais dire donc la bonne qualité et donc elle va perdre, l'entreprise installée va perdre en termes de vente. Sur le long terme, cette entreprise sera donc pratiquement, va, va y avoir donc pratiquement moins de parts de marché pour l'entreprise installée. Alors ensuite, je vais prendre un exemple de la différenciation horizontale. Supposons une entreprise a bien communiqué ses produits, a lancé une stratégie, une campagne publicitaire, par exemple, qui porte sur la variété de ses produits. Alors, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que donc sa concurrente, sa rivale, il est dans l'obligation, je donne l'exemple d'une entreprise ou d'un marché où il y a une seule entreprise, il y a un marché de Yopol, par exemple, alors, ce qui va se passer, ce qui va se produire, c'est que l'entreprise nouvellement, la nouvelle entreprise, donc va pouvoir faire connaître son produit auprès des consommateurs qui vont opter peut-être pour le prix de la nouvelle entreprise. Et l'entreprise, dans ce cas-là, installée, il doit réagir de telle ou de la même manière pour faire connaître ses produits sur le marché. Alors maintenant, quelle est la relation entre la différenciation et la barrière à l'entrée? Supposons dans le cas de différenciation horizontale, la barrière ou une barrière à l'entrée, elle est supposée stratégique. Le nombre des entreprises ne peut croître que si la recette obtenue par chaque firme est au moins égale au coût fixe. Le choix par les firmes en place du coût fixe élevé permet de dissuader l'entrée. Et donc, la différenciation horizontale est une fonction ascendante des barrières à l'entrée. De même, la différenciation verticale est une barrière d'office, une barrière à l'entrée naturelle. La différenciation verticale constitue une barrière à l'entrée naturelle dans le sens où elle empêche l'entrée des produits de qualité inférieure par rapport à celle des produits existants sur le marché. Et donc, la relation entre la différenciation et les barrières à l'entrée, c'est que la différenciation est une fonction ascendante aux barrières à l'entrée. Euh, Autrement dit, de plus en plus la différenciation est revue, de plus en plus l'entreprise différencie ses produits, hein, de plus en plus les barrières à l'entrée sont élevées. Et merci.